je suis très content de vous retrouver ce soir après une semaine. Euh, donc il est 20h30, comme vous le savez, je suis programmé comme un coucou suisse et du coup, eh bien, je suis prêt à démarrer. Voilà, donc là je vois que pour l'instant je suis tout seul. Donc le premier, c'est normal puisque c'est moi qui ouvre la marche. Donc je vais attendre que vous soyez quelques-uns à me rejoindre pour commencer ce stream ce soir sur par où commencer concernant le mémoire de fin d'études et la thèse. Donc ça va être ça la thématique du jour. Euh, donc je vais attendre un petit peu. Je vais en profiter pour commencer à vous dire un peu comment s'est passée la semaine de mon côté parce que il y a eu plein de choses, des tas de choses très 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 prometteuses en ce qui me concerne. Évidemment, je serais ravi de savoir de votre côté, une fois que vous m'aurez rejoint, comment. Hi, bonsoir Rachel. Savoir comment la vôtre s'est passée. Je disais, la semaine a été vraiment très très bonne. Attendez, je me rends compte que j'ai oublié de brancher mon micro. Donc là, le son devrait être meilleur. Donc, si vous avez bien suivi mes aventures depuis 2 mois, eh bien, je me suis mis de manière très approfondie à l'IA. Bonsoir, donc on a 2 nouveaux visiteurs. Bonsoir à tous les deux. Donc j'étais en train de dire où j'en étais, comment s'était passée ma semaine et beaucoup de choses en fait. Là, il s'est passé plein de choses. Donc, comme je vous disais, depuis que j'ai quitté mon dernier poste il y a 10 mois maintenant, ça file, hein, il y a 10 mois, eh bien, je me suis mis à l'IA de manière intensive, je me suis beaucoup formé, d'abord sur la rédaction de prompts, sur ce qu'on appelle le prompt engineering. Donc le prompting, c'est la capacité à donner des instructions à l'intelligence artificielle pour qu'elle fasse ce que vous attendez d'elle. Et ça s'apprend, c'est-à-dire que c'est pas intuitif, ça s'apprend, c'est pas forcément facile au départ, bon, on s'y fait. Donc j'ai passé beaucoup de temps à ça, et puis je reviendrai sur comment j'en suis arrivé là. J'ai passé une certification OpenAI Prompt Engineering de niveau 5 sur 5. Mais à un moment donné, je me suis aussi rendu compte que rédiger des prompts, c'était pas suffisant, enfin, il me manquait quelque chose, si bien que j'ai cherché à comprendre comment fonctionnait l'IA, à comprendre, on va dire, l'architecture de la chose, comprendre comment fonctionne le système, comment fonctionne l'interaction avec le système, le principe des algorithmes, etc. etc. Donc j'ai passé une autre certification OpenAI, architecture cognitive, pareil, niveau 5 sur 5. Donc je suis quasiment au niveau le plus élevé sur la maîtrise de l'IA. Je dis quasiment parce que il me manquera toujours une dimension technique approfondie. C'est-à-dire que moi je ne suis pas informaticien, je ne suis pas développeur, donc je ne sais pas programmer l'IA dans le langage informatique à proprement parler. Moi je sais m'adresser à elle dans un langage commun, on va dire. Mais je sais aussi la concevoir. Et donc j'ai passé ces certifications, j'ai continué à me former à l'IA de manière toujours très intensive bien sur l'été, je continue encore aujourd'hui. Et là où je voulais en venir, c'est sur le fait qu'au milieu de l'été, j'ai eu une sorte d'illumination, on va dire. Depuis plus de 20 ans, j'encadre des mémoires de fin d'études, et c'est ce qui fait qu'on est là tous ensemble ce soir, et puis tous les dimanches. Et donc j'ai encore quelques étudiants, et
Et cet été, donc, comme chaque fois, je leur réponds quand ils m'envoient un mail, quand ils ont des questions, quand ils ont besoin d'un retour. Moi, je leur fais un retour entre 1 et 24 heures, et plus généralement entre 1 et 4 heures. Et il ressortait une chose que je savais déjà, mais que j'avais peut-être sous-estimée. Il ressortait que la plupart de leurs camarades, en fait, se trouvaient orphelins de tuteurs, orphelins de superviseurs pendant l'été. C'est-à-dire que l'été, c'était la saison des congrès, c'est la saison de la correction de copies, c'est la saison des congés, et donc ils se retrouvaient pour beaucoup sans retour sur leur travail. Et c'est là que beaucoup de choses se sont dénouées pour moi. Bonsoir, donc encore un visiteur, bienvenue. Donc j'étais en train de dire où j'en étais de ma semaine, et là j'étais sur les prémices, et donc j'en reviens sur les prémices, à savoir donc les étudiants pour la plupart n'ont pas de retour au milieu de l'été, et c'est là que c'est gênant parce que c'est un moment critique, à savoir les dernières semaines avant de soumettre, de déposer le mémoire et avant de le soutenir. Et donc c'est forcément un moment où si vous n'avez pas de retour, quelque part, de deux choses l'une. Soit vous restez dans l'attente d'un retour qui ne viendra peut-être que très tard, trop tard, avec le risque finalement de voir se rapprocher l'échéance, le stress monter, et au final de ne pas avoir le temps de faire quelque chose de qualité, ou bien le risque de prendre des initiatives pas forcément heureuses, et donc d'aller dans l'erreur en fait. Et à partir de là, en allant dans l'erreur, c'est pas mieux finalement. Donc moi je suis parti de ce constat, et cet été, vous le savez déjà, hein, je pense, j'ai conçu un outil assisté par l'IA qui permet d'évaluer un mémoire de fin d'études. Donc en gros, on remplit un formulaire en ligne. Tiens, je peux même faire un partage d'écran. Là, normalement, je dois maîtriser la chose depuis la dernière fois. Et donc, en faisant un partage d'écran, donc en gros, ici, on remplit ce formulaire. Et ensuite, donc je ne vais pas le faire tout de suite parce que il y en a pour 2 petites minutes jusqu'à ce que le résultat arrive, mais ensuite, une fois que le formulaire a été reçu, on reçoit par mail dans sa boîte aux lettres un rapport d'évaluation complet. Donc là, il fait entre 1000 et 1500 mots, ce qui est ce que généralement un rapporteur digne de ce nom produit lorsqu'il évalue un rapport, un mémoire. Et donc là, mon outil évalue la pertinence de la problématique, et donc de la question de recherche, et la revue de littérature, donc son positionnement par rapport à la littérature académique, la qualité, le caractère convaincant de la méthodologie de collecte et de traitement des données, les résultats également, et ainsi que la discussion, et montre la cohérence d'ensemble et les principales forces, les points de vigilance de la chose, et puis une évaluation globale, un avis global qui grosso modo indique dans quelle mesure le mémoire est soutenable ou pas, donc peut être soumis en vue d'une soutenance. Il donne une note indicative aujourd'hui, donc je dis aujourd'hui parce que j'adapterai le système de notation selon les écoles. Là, c'est un système qui est relativement standard et qui est celui que j'ai pu constater le plus souvent, adopté partout où j'ai pu traîner mes guêtres. Et il indique aussi, comme le font les logiciels type Turnitin, Compilatio, un taux de similarité avec d'autres travaux, ce qui en d'autres termes est un indicateur de potentiel plagiat. Et puis il donne aussi un indice d'utilisation de l'IA dans la rédaction du texte. Donc rien de mieux que l'IA pour détecter l'usage de l'IA. Donc j'ai fait cet outil. J'ai fait cet outil au milieu de l'été. Salut Clément. Je vois à l'instant un nom qui m'est familier. Pareil pour
Bloguscule, que je crois reconnaître aussi. Donc, disais-je, j'ai fait ça au milieu de l'été et donc j'étais plutôt content de moi parce que c'était la première fois que je faisais un outil automatisé à l'aide de l'IA, ou en tout cas qui utilisait les potentialités de l'IA au-delà des différentes tâches qu'on peut faire plus ou moins au quotidien. Et comme j'ai dû vous le dire, hein, je pense, les fois passées, parce qu'en ce moment je ne parle quasiment que de ça, et je sais, ça devient presque une obsession monomaniaque. Mais bon, vous allez voir, ça en faudra sans doute la peine. Bonsoir, nouveaux visiteurs ou nouvelles visiteuses. Donc, il y avait j'avais deux grosses limites avec cet outil. L'outil fait cet été, alors que j'apprenais en même temps à faire du développement, hein, de tels outils. Donc je ne me suis pas attaqué au morceau le plus facile. Eh bien, il y avait deux grosses limites. La première était qu'il ne prenait que les fichiers Word et rejetait tout autre format, notamment les PDF. Et donc c'était gênant parce que j'avais quand même un certain nombre de personnes qui voulaient tester et qui, comme souvent c'est le cas, ne regardaient pas toutes les instructions et essayaient avec un PDF et ne comprenaient pas pourquoi il ne se passait rien. Et donc je me suis rendu compte que la qualité du format ou le caractère restrictif des formats était potentiellement un problème. Et puis plus gênant encore, mais ça je vous ai déjà beaucoup bassiné avec ça, c'est qu'un mémoire supérieur à 25 000 mots ne passait pas. Donc là, ce qui coinçait, c'était clairement une chose propre au système d'intelligence artificielle. Je vous le fais simple, très très simple, à savoir, il y a une unité de compte, donc la monnaie, on va dire, avec les systèmes d'intelligence artificielle, s'appelle des tokens, donc des jetons en français. Un token, alors ce serait trop simple si c'était exactement ce que je vais vous dire, mais un token, grosso modo, c'est censé représenter un mot. Mais attention, pas un mot tel qu'on le comprend dans le langage courant, mais un mot, ça veut dire une combinaison de caractères qui peut former un mot. Et selon les caractères, selon les combinaisons, un mot peut faire un token ou deux ou trois. Donc, grosso modo, on a une limite d'utilisation du nombre de mots à la minute. Tiens, bonsoir, encore un visiteur. Et cette limite était de 30 000, donc 30 000 tokens, ce qui correspond à peu près à 25 000 mots. Et donc ça posait deux problèmes en fait. Le premier problème, c'est qu'un mémoire trop long ne passait pas. Et le deuxième problème était que même si j'avais un mémoire qui était dans les clous et que quelqu'un d'autre en soumettait un en même temps ou peu après, en tout cas dans l'intervalle d'une minute, eh bien ça coinçait pour le deuxième parce que j'excédais le nombre de tokens, le nombre de jetons que je pouvais consommer par minute. Bonsoir nouveaux visiteurs ou nouvelles visiteuses. Donc j'étais confronté à ce problème et j'ai donc passé un mois, en fait ça a été un mois, sur un outil qui visait à améliorer ça en fait, à corriger le tir. Et corriger le tir, ça voulait dire à la fois intégrer cette dimension du nombre de mots maximum qui pouvaient être traités à la minute et à la fois la prise en charge de formats autres que le format Word. Je pensais très naïvement que ce serait relativement simple. Alors, quand je dis relativement simple, je pensais que ce serait en fait, on va dire, l'ajout de deux contraintes supplémentaires dans mon outil qui demandera un petit peu de travail, mais sans plus. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'était finalement une remise en cause de l'architecture même de ce que j'avais fait, ce qui n'est pas gênant en soi, hein, bien sûr. Mais ça nécessitait en fait de concevoir quelque chose de zéro. Donc de repartir de zéro, d'oublier tout ce que j'avais fait auparavant et de reconstruire. Alors,
oublié, c'est jamais complètement oublié parce que tout ce que j'ai fait sont des choses que maintenant j'ai apprises, que je commence à maîtriser. Alors, je prends avec beaucoup de guillemets parce que je ne pense pas qu'on puisse complètement aujourd'hui prétendre maîtriser ces outils qui sont encore récents, mais en tout cas je m'en sors pas trop mal. Et donc j'ai passé un mois à avancer sur cet outil euh, alors, j'ai eu plein d'erreurs, plein de bugs. Ça a été très très pénible. J'ai passé parfois des jours entiers sur un truc qui marchait pas et un truc qui m'a donné énormément de fil à retordre sur la nouvelle version de l'outil, mais qui fonctionnait sans problème sur la précédente. Allez savoir pourquoi. C'était la chose suivante. Le mémoire ou la thèse, enfin le mémoire en l'occurrence, pardon, peut être soumis indifféremment en français ou en anglais. Et selon la langue de soumission, eh bien, le rapport est en français ou en anglais. Et jusqu'à présent, enfin jusqu'à ce que j'ai des problèmes, la langue était détectée automatiquement et le rapport tombait bien. Et puis avec mon nouvel outil, je pense parce qu'il y a eu des éléments de complexification, de sophistication supplémentaire, et bien non, cette histoire de langue s'est perdue, si bien que l'outil s'est retrouvé à choisir la langue de manière aléatoire, tantôt le français, tantôt l'anglais, tantôt il commençait dans une langue et finissait dans l'autre. En gros, c'était pas du tout ce que j'attendais de lui. J'ai réussi à avoir la peau du truc. Et ça, c'était mardi. Donc, oui, c'est tout frais, hein, c'était mardi soir. Il devait être, je crois, 18h20. Je dis 18h20 parce que je me souviens qu'à 18h30, j'avais une réunion avec justement des entrepreneurs de l'IA. J'ai pas eu l'occasion à ce moment-là de leur dire que mon outil était fini, mais ils l'ont su le lendemain. Donc, je l'ai fini mardi. Alors ça, c'était une belle victoire. J'étais très, très, très content. Et puis, il s'est passé aussi plein d'autres choses cette semaine. C'est là que je voulais en venir. Vous voyez, donc cet outil dont j'ai réussi à avoir la peau. Et j'ai pu quasi aussitôt, à partir de cet outil, dériver sur un modèle simplifié, la même chose qui fait l'évaluation du rapport de stage. Et là, donc, je vous montre rapidement à quoi ça peut ressembler. Le rapport d'évaluation du rapport de stage, et bien le voici. Et donc là, donc sur le même principe, l'étudiant, sur un formulaire en ligne, télécharge ou téléverse son rapport de stage et puis ensuite reçoit un rapport, alors moins détaillé, hein, il n'y a pas besoin sur un rapport de stage que ce soit aussi poussé que sur le mémoire de fin d'études, donc il reçoit un rapport avec une note indicative et puis un score d'utilisation de l'IA, donc là qui est de 25%, ce qui ne m'étonne pas. Ça, je pourrais y revenir un petit peu plus tard, soit aujourd'hui, soit une autre fois, mais l'utilisation de l'IA ici ne m'étonne pas du tout. Ça devient très fréquent. Donc j'étais très très content parce que je vous dis, j'ai bouclé ces deux choses à la fois, mardi. Et cette semaine, il s'est également, je vous dis, passé plein d'autres choses chouettes pour moi. Alors j'ai fait un saut, c'était le premier, donc le premier ça devait être mercredi si je me souviens bien. Oui, mercredi, j'ai fait un saut au salon du Big Data et de l'IA, porte de Versailles, au Palais des Expos. Bon, j'étais un petit peu déçu parce que je m'attendais à rencontrer, enfin j'espérais pouvoir rencontrer des gens de chez OpenAI ou d'Anthropic, donc Claude, ou de Mistral AI, le chat, pour leur poser quelques questions, parce que j'avais quelques préoccupations, notamment liées à la gestion des tokens par minute, hein, ma contrainte d'usage, comme je vous disais tout à l'heure. Et je voulais voir avec eux ce qu'ils pouvaient me proposer, ce que le service commercial pouvait me proposer comme service payant, hein, bien sûr, pour que j'ai pas ce problème-là. Parce que mon idée est
de le commercialiser. Donc cet été et encore maintenant, l'outil est en accès libre, mais j'aimerais bien pouvoir en vivre quand même. J'ai quitté l'enseignement supérieur il y a 10 mois maintenant. J'aimerais bien, oui, pouvoir vivre de ça. Et pour en vivre, il faut bien qu'il y ait des clients. Et mon idée au départ, c'était de l'adresser au grand public sous forme freemium premium, comme on connaît très bien dans la communauté des gamers. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent moins bien, un outil simplifié, gratuit, et puis pour avoir des fonctions plus poussées, on va dire un rapport plus détaillé ou plus précis, et bien à ce moment-là, il faut verser une obole. Ça, c'était l'idée au départ, pensant que l'enseignement supérieur ne serait pas mûr pour déployer un tel outil, et donc il faudrait que ça en passe forcément par les étudiants qui, à un moment, deviendraient prescripteurs. Comme ça s'est passé avec Facebook il y a une quinzaine d'années et avec ChatGPT précisément il y a presque 3 ans maintenant. Et je me suis rendu compte, je me suis rendu compte que les écoles commençaient à manifester un intérêt. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes, quelques directeurs généraux d'école ou directeurs généraux adjoints, qui ont manifesté un réel intérêt, donc qui était plus qu'un intérêt poli, disant ah oui, intéressant, mais quand j'en parlais, en fait, ils posaient des questions, disant ah oui, est-ce que ça peut faire ci, et comment ça marche, enfin, je sentais qu'il y avait vraiment une accroche, une amorce, et plusieurs m'ont dit souhaiter participer à la phase de test, avant qu'ils puissent être déployés, je ne vais pas dire massivement, mais à large échelle. Et là, donc pour les tests, et même pour l'après, surtout pour l'après, j'ai toujours mon problème de tokens par minute, parce qu'il faut que je puisse m'assurer d'être en mesure de réceptionner et de traiter des requêtes multiples. Donc imaginez, chose assez plausible, imaginez tous les étudiants d'une promo, on va dire 500 étudiants, qui soumettent leur mémoire en même temps, à l'échéance, c'est-à-dire à la dernière minute, sur le dernier délai, et donc il faut que je puisse gérer 500 mémoires qui arrivent. Et gérer 500 mémoires, ça veut dire déjà avoir un serveur suffisamment costaud pour pouvoir les recevoir, pour pouvoir les dispatcher, ou les envoyer sur mon outil, et une fois qu'ils sont reçus sur l'outil, qu'ils puissent être traités. Et je m'imaginais la situation horrible où, du fait que j'ai une limite de 30 000 tokens par minute et des mémoires susceptibles d'en faire chacun aux 25 000 en gros, c'est-à-dire qu'ils consommeraient tous mes tokens, je me disais, mais si j'ai 500 mémoires, vu qu'il faut en gros 3 minutes par mémoire, ça veut dire 1500 minutes, 1500 minutes, mais c'est pas possible, ça fait 1500 minutes, j'en ai pour 2 jours, quoi. Et c'est inacceptable pour quelqu'un, pour un étudiant. Et je disais 1500 minutes, mais non, même pas. Oui, 500 mémoires, oui, c'est ça, 1500 minutes. 1500 minutes, non, ça le fait pas, quoi. 150 minutes, ça fait 2h30, donc ça fait 23h30. Vous voyez, on est sur quasiment 24 heures. Ça me paraissait inacceptable. D'autant que, à supposer qu'à un moment j'ai plusieurs écoles en même temps, là, les compteurs auraient pu exploser. Je ne me voyais pas avoir une file d'attente d'une semaine. Vous imaginez le truc, dire oui, j'ai une solution assistée par l'IA, mais elle est plus lente qu'un humain. Ça fait pas sérieux. Et donc je me suis rendu compte d'une chose cette semaine, ce qui est aussi une bonne nouvelle pour moi, que finalement c'est possible, il est possible de... Enfin, ce n'est pas seulement possible. Il y a un passage, il y a un palier, en fait, à un moment, je vais vous dire lequel, qui me permet de passer de 30 000 à 2 millions de tokens par minute. Une limite de 2 millions. Alors 2 millions, pour moi, c'est grand luxe, ça me permet d'évaluer
presque 100 mémoires, et on va dire 90 mémoires en même temps. Donc là, je suis largement à l'aise. Et si j'en ai 500 qui arrivent ensemble, grosso modo, en un quart d'heure, c'est plié. J'exagère, ce sera en fait un peu plus long, mais on est à peu près dans les clous. Et alors j'ai appris un truc qui peut être intéressant pour certains d'entre vous peut-être, c'est que donc mon outil donc, fait appel au modèle de... Ah, le son est très bas, zut. Est-ce que là c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ou pas? Donc je continue, mais voilà, j'espère que vous m'entendez mieux quand même. Je suis désolé pour le son. Pourtant j'ai un micro qui est quasi neuf, c'est-à-dire quasi neuf, il a 3 semaines. Hein. Je suis peut-être un peu loin, mais là, si je rapproche le micro de moi, est-ce que vous m'entendez mieux? On va dire que oui. Et donc, je disais que j'avais constaté donc il était possible, sans que ce soit trop difficile a priori, de passer de 30 000 à 2 millions de tokens par minute. Alors, la seule contrainte est que donc les tokens, ça fonctionne comme une carte prépayée, carte de téléphone prépayée. Donc, on paye d'avance pour un certain nombre de tokens et ensuite on peut les utiliser sans limite, mais sans limite de temps. Le seul truc, alors là ça risque d'en faire sourire quelques-uns, parce que vous allez me dire c'est un problème de riche, et vous auriez raison, c'est que le token, mais ça coûte rien. Donc moi j'ai mis 25 euros. Les 25 euros je les ai mis quand? En juillet je crois, quelque chose comme ça. Et sur les 25 euros, je crois qu'il m'en reste encore, il doit m'en rester encore 11 ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, un token coûte une fraction de centime. Je ne sais plus si c'est un millième de centime ou quelque chose comme ça. Donc en gros, il faut que je consomme. Et en fait, il faut que j'ai consommé 50 euros de token pour débloquer ensuite la limite supérieure qui est de 2 millions. Mais comme je vous dis, le token étant tellement bon marché aujourd'hui, ça va pas vite. Ça va pas vite. Donc là, je commence à proposer l'outil pour test, de sorte que d'autres aussi le fassent tourner et que d'autres aussi consomment mes tokens, de sorte que je puisse débloquer la limite supérieure. Et à ce moment-là, une fois que j'aurai débloqué la limite supérieure, comme vous disiez, eh bien je pourrais faire évaluer jusqu'à, dans le meilleur des cas, 100 mémoires en même temps, mais plutôt 80-90. Et là, grand luxe, grand confort. Donc j'ai appris ça cette semaine, ce qui a été aussi une source de satisfaction. Même si au salon du Big Data et de l'IA, je n'ai pas vraiment rencontré de gens qui étaient susceptibles d'être vraiment intéressants pour moi. Mais j'ai un peu vu quand même ce qui se passait, ce qui se disait et quel genre de personnes on pouvait y trouver. Et ça, c'était donc le premier. Le 2, là où j'étais très content aussi, c'est que j'étais invité par le groupe Omnes à une journée de recherche sur l'IA, enfin, une journée sur l'IA, l'enseignement et la recherche. Et j'ai pu échanger avec Émilie Pauline Gallier, inspectrice générale de l'éducation nationale, qui avait remis en mai dernier, un rapport à Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, sur l'IA dans l'enseignement supérieur. Et donc on a pu échanger un petit peu et j'ai pu me faire aussi un peu mousser quelque part sur l'IA, pas seulement auprès d'elle, mais auprès de l'Assemblée qui était présente, sachant que le groupe Omnes a manifesté un intérêt pour l'outil, au moins dans sa philosophie, et donc souhaiterait qu'on puisse faire des choses ensemble. Et puis ils m'ont rappelé vendredi pour me redire combien ils aimeraient qu'on puisse faire des choses ensemble. Donc c'est
c'est très 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 gratifiant. Et après ça, j'étais donc toujours le même jour, malgré donc jeudi, hein, donc malgré la grève de la SNCF, donc je suis allé à Paris le matin, puis je suis rentré à Rouen l'après-midi pour intervenir auprès d'étudiants de M2 sur l'IA, et l'usage qu'ils pourraient en faire dans leur mémoire de fin d'études et puis éventuellement dans l'exercice de leur métier, parce que certains avaient des questions là-dessus. Donc là aussi, j'étais très content parce que c'était une autre reconnaissance de ce que je peux avoir à raconter sur l'IA. Et sur l'IA et la recherche et le mémoire. Donc j'étais vraiment très 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 content. Et puis hier, samedi, j'ai fait un saut au Salon de l'étudiant à Paris. J'espérais que je pourrais rencontrer quelques personnes avec qui échanger toujours au sujet de mon outil. Et en fait, non, c'était pas le lieu en fait. C'était ni le lieu ni le moment. En revanche, moi j'aime bien ces salons parce que c'est toujours une occasion de prendre la température à la fois de ce qui existe dans l'enseignement supérieur, mais aussi du profil des familles qui viennent, du genre de questions que peuvent se poser les jeunes sur leur avenir, sur leur orientation, et également forcément du discours que peuvent leur tenir les écoles qui sont représentées. Donc voilà, moi j'y suis resté une partie de la matinée, plus n'aurait pas été nécessaire. Voilà, donc c'était bien. Voilà, je suis content, et puis donc je continue à échanger avec des directeurs généraux adjoints, directeurs pédagogiques d'école autour de mon outil, de sorte à le faire connaître et à un moment pouvoir vraiment déclencher quelque chose. Donc ça, c'était ma semaine qui était très chouette. Voilà, je suis très 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 content. Alors je sais que ça fait une introduction super longue pour le stream de ce soir, mais je le fais avec d'autant moins de complexe que beaucoup d'autres streamers, même si leurs lives sont plus longs que les miens, font des introductions qui durent une bonne demi-heure en fait. Donc je n'ai aucun complexe. J'ai encore moins de complexe, sachant que finalement dans le live on n'est pas très nombreux, donc il n'y aura pas de très très gros enjeux a priori. Et voilà, donc très bonne semaine. Et donc je peux donc passer à la thématique du jour, hein, qui est finalement par où commencer quand on travaille sur son mémoire. Alors, intro intéressante sur le développement d'un projet et sur quelle piste suivre pour rechercher des partenaires, et qui fait suite à d'autres discussions. Ça fait effectivement, merci Clément, ça fait effectivement suite à d'autres discussions, et ça vous montre comment ça avance en fait. Et donc je ne peux que rebondir sur ce que tu dis ici avant de passer à la thématique du jour, mais effectivement c'est donc le projet en lui-même. Ce que je trouve intéressant dans le fait d'en parler, c'est quelque part de partager aussi mon aventure dans l'IA, mon entrée dans l'IA, et puis les coulisses quelque part. Parce que si vous regardez excusez-moi, je prends un verre d'eau. Enfin, une gorgée plutôt. Alors non, ce n'est pas de l'eau croupie, ce n'est pas de l'eau des égouts. C'est une boisson que j'aime beaucoup qui s'appelle de l'anthésite. Alors ça va en faire sourire plus d'un. Ça vient de Grenoble, c'est du concentré de réglisse et d'anis, et c'est très rafraîchissant. Voilà, et ce n'est même pas sponsorisé. J'aurais bien aimé, tout comme j'aurais pu placer et l'anthésite et la chartreuse, mais non, même pas. Là, c'est gratuitement, sans même qu'ils le sachent. Mais oui, ça aurait été du placement de produit. Donc, je disais donc
Non, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir les coulisses, parce que quand on regarde sur YouTube ou sur LinkedIn ce que disent des gens sur les automatisations, etc., à les entendre, c'est super facile. Et oui, avec tel prompt, vous avez votre automatisation qui se fait tout seul. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Ce serait trop beau. Et si c'était vraiment le cas, ça se saurait. Donc quelque part, il y a beaucoup d'esbrouf, il y a beaucoup de poudre aux yeux, beaucoup de frime. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Justement, au départ, on se dit tiens, c'est super balèze, trop compliqué pour moi. Moi, je suis littéraire, je peux pas. Puis on tombe sur un truc pareil, on se dit ah bah tiens, finalement peut-être que quand même. Et puis on essaie, on se rend compte que ah non, finalement l'idée de départ, l'intuition de départ était peut-être pas mauvaise, c'est quand même vachement dur. Plus dur qu'il n'y paraît. Bon, mais maintenant que j'ai commencé, je vais quand même essayer d'aller au bout. Ce serait dommage d'avoir tant investi, pas en argent hein, bien sûr, mais tant investi en temps, en attention dans ce truc, que ce serait vraiment dommage d'abandonner. Quoi. Et on s'y met, puis à un moment donné, je ne vais pas dire que ça devient facile, mais on comprend comment ça marche, et donc il y a des automatismes qui viennent. On continue de faire des erreurs, mais il y a des automatismes qui viennent. Donc voilà, c'est ça qui me paraît aussi intéressant, c'est à la fois les coulisses de l'IA à un moment où on en parle beaucoup, à un moment où elle émerveille autant qu'elle effraie, et à un moment où on sait qu'elle va changer beaucoup de choses, on sait qu'on va devoir, d'une manière ou d'une autre, s'adapter à la place qu'elle va finir par occuper dans nos vies. Et donc comprendre une aventure humaine en la matière, c'est vrai que ça me paraissait pas inutile. Et puis, ce qui moi me paraît assez intéressant finalement avec cette histoire, c'est que si ça marche, bon, j'en serais très content. Si ça marche, j'en serais très content, et ça aura été la jonction entre les 20 ans que j'ai passé dans l'enseignement supérieur et une autre compétence que j'ai développée, ou d'autres compétences que j'ai développées, et une nouvelle vie. C'est-à-dire qu'en gros, les 20 ans passés dans l'enseignement supérieur m'auront permis d'acquérir une expérience exploitable. Donc ça, ce serait quand même pas mal de me dire, tiens, c'est pas un changement complètement de cap, c'est un prolongement quelque part. Et puis si ça marche pas, bon, je me dis que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent avec l'IA, bah, ce sera jamais perdu. Les compétences développées, elles resteront. Donc maintenant, tout le mal que je me souhaite, c'est que ça marche. Donc effectivement, Clément, c'est le prolongement de discussions qu'on a pu avoir ces dernières semaines, ces quelques mois. Et puis bon, pour ce qui est du placement de produits, je recommence, hein, bien sûr. Je recommence. Et donc, pour la thématique d'aujourd'hui, comme je disais, sur comment commencer sur le mémoire de fin d'études ou la thèse, en fait, les préoccupations sont sensiblement les mêmes, hein, dans un cas comme dans l'autre. Alors, moi, il y a une chose, j'avais déjà abordé avec vous ces dernières semaines la formulation du sujet, de la question de recherche, problématique, selon comment vous voulez l'appeler. Donc ça, je pars du principe que quelque part, on est à peu près au clair dessus. Maintenant, ce qui me paraît aussi important, c'est de lever un malentendu. À savoir, trop souvent, les étudiants veulent lire très tôt, trop tôt, à mon avis, pensant qu'ils trouveront des idées par les lectures.
Et moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est non, surtout pas. Ne lisez pas encore. Mais vous allez voir, dans quelques instants, je vais dire un truc qui vous donnera l'impression que je me contredis, mais en fait, pas tout à fait. Donc moi, mon premier conseil, par où commencer? Certainement pas par les lectures. Ça peut paraître surprenant, ça peut paraître paradoxal, ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, le constat que moi j'ai dressé, c'est sur 20 ans à peu près, c'est que donc les étudiants, oui, commencent par des lectures, mais des lectures qui ne sont pas raisonnées, qui ne sont pas structurées, si bien qu'ils lisent dans tous les sens, ils s'épuisent, ils se dispersent. À chaque lecture, ils ont une nouvelle idée, et après avoir fait un certain nombre de lectures, eh bien finalement, ils se trouvent moins avancés qu'avant de les faire. Alors, vous pourrez toujours me dire, oui, mais les lectures, c'est jamais perdu, ils se sont fait une culture. Oui, c'est vrai, ils se sont fait une culture, mais concernant le mémoire, en tout cas, ils n'ont pas beaucoup avancé. Voire, ils ont tellement remis en question ce à quoi ils avaient songé au départ, qu'ils se retrouvent encore plusieurs étapes avant la case départ. Ce qui est quand même un peu embêtant quand quand on espère qu'ils progresseront forcément. Donc, moi, je leur dis surtout, non, ne commencez pas vos lectures. Et là, il y a une anecdote que j'ai peut-être déjà racontée. Il est fort possible que je l'ai fait. Donc, c'était il y a une vingtaine d'années. J'avais des étudiantes qui devaient travailler sur leur mémoire et qui devaient m'envoyer juste un doc avec leur piste de réflexion. Ouais, vous voyez, je ne demandais pas grand-chose. Le sujet, la question de recherche, et puis quelques pistes que je comprenne sur quoi elles voulaient travailler. Guère plus. Et puis, à l'échéance, elle m'envoie un mail, non, elle m'appelle, je crois, me disant, monsieur, désolé, on n'a pas pu vous envoyer le document, nos ordinateurs étaient en panne. Je dis, ouais, et alors? Je dis, bah, je viens de vous dire, nos ordinateurs étaient en panne, on n'a pas pu faire de recherche sur Internet. Internet, il y a 20 ans, qui n'est pas l'Internet d'aujourd'hui. Qui était moins riche que celui d'aujourd'hui, et qui avait aussi moins de choses inexactes qu'aujourd'hui, mais c'est une autre histoire. Et donc, je leur dis, mais vous n'avez pas besoin d'Internet pour être intelligente. Alors là, elles n'ont pas bien compris. Je leur dis, à ce stade du travail, vous n'avez pas besoin de faire de lecture, vous n'avez pas besoin de faire de recherche, vous n'avez pas besoin d'Internet, vous avez besoin de réfléchir, simplement. Donc là, elles ont été un peu surprises, me disant, si, on a besoin quand même pour se renseigner. J'ai dit, mais vous renseignez sur quoi? On dit, mais sur notre sujet. Et vous n'avez pas besoin de vous renseigner sur votre sujet, il faut dans un premier temps déjà être à peu près au clair sur ce qui vous intéresse. Et ce qui vous intéresse, c'est pas Internet qui va vous le dire, c'est vous qui allez me le dire. Et donc, elles ont eu un peu de mal à comprendre. Aujourd'hui, quand je dis ça à mes étudiants, ça les rassure. Bon, ça les surprend de prime abord, forcément. Parce que beaucoup disent qu'il faut commencer par les lectures, ça permet d'affiner la pensée, ça permet de clarifier le propos. Oui, je dirais. À d'autres. Moi, je vous mets au défi de clarifier votre pensée, de clarifier vos idées quand elles sont déjà pas tout à fait élaborées au départ, en faisant des lectures non raisonnées. Là-dessus, moi, je serais super prudent. Donc, ça les rassure quand je leur dis ça. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que ce que je leur dis, et je vais essayer de vous montrer un truc que je montre à mes étudiants. Alors, j'espère que là, ça marchera. Hier, je me suis rendu compte aujourd'hui de comment partager mon écran bien. Alors, bien, c'est-à-dire de manière que vous voyez ce que je souhaite vous montrer. Parce qu'hier, j'ai eu le problème. Je faisais un stream avec un public anglophone et en fait je me suis rendu compte qu'il ne voyait qu'un bout de mon écran quand je cherchais à le partager, donc c'est un petit peu un peu nul quoi. Donc là je partage, donc là vous devez voir mon écran et ici donc moi ce que je dis toujours à mes étudiants du coup c'est, donc ce qui est important c'est ici sont les 3 cercles. Peu importe la langue dans laquelle c'est écrit, ça pourrait être de l'araméen, je vous dirais exactement la même chose. Donc, moi, ce que je leur dis, c'est
vous avez votre sujet, puis je vais vous prendre un exemple après, hein. Enfin 2 exemples assez récents. Donc moi, ce que je leur dis, c'est ce qui est important déjà, c'est que vous identifiez dans le sujet les 2 ou 3 cercles. Donc on voit ici, hein, ici il y a religion, ethnicité, accountability, c'était ma thèse, ça, hein, ma thèse de doctorat. Mais donc les 2 ou 3 cercles qui finalement sont les grandes thématiques qui seront abordées dans le mémoire, dans un premier temps, arriver à les conceptualiser de manière à ce qu'on ne parle pas simplement de l'entreprise machin, du cas de ceci ou de cela, non, mais de ce que ça représente en fait, de ce dont c'est censé être représentatif, de ce que ça pourrait intéresser au-delà de la micro-situation qu'on envisage d'étudier. Et donc, ce que je leur dis, ce que je dis ce soir, hein, du coup, c'est avant de faire toute lecture, ce qui va être important, c'est d'arriver à identifier les cercles. Donc, combien il y en a, est-ce qu'il y en a 2 ou 3, et ensuite à les qualifier. Et une fois qu'on les a qualifiés, effectivement, on pourra commencer à y voir à peu près clair sur les directions à prendre pour les lectures. Et là, je vais vous prendre 2 exemples. Le premier exemple, alors dans les 2 cas, ce sont des étudiants à moi qui étaient dans mon stream d'hier, qui étaient dans mon live d'hier, qui, je ne pense pas aujourd'hui, non, l'une est dans l'avion aujourd'hui, donc ça m'étonnerait qu'elle soit là. Si elle est là, ça veut dire qu'elle a raté son vol. Quant à notre étudiant, je ne pense pas que ce soit forcément qu'il soit suffisamment dévot quelque part pour me suivre le samedi et le dimanche soir et n'avoir ni week-end ni soirée. Donc, pour mon étudiante actuelle, qui a commencé il y a 1 an, donc elle travaille sur historiquement, au départ, elle travaille sur la construction du pouvoir, de leur pouvoir par les femmes co-dirigeantes dans les PME, dans les entreprises familiales. Et donc on a commencé à l'époque à clarifier ce sur quoi elle voulait travailler. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait en fait 3 champs, 3 cercles potentiels. Le premier était, je commence par le plus facile à évacuer, le pouvoir. Donc le pouvoir, là, ça renvoyait à la science politique et à la philosophie politique. Donc en gros, on savait qu'il faudrait orienter les recherches dans cette direction-là. Inutile d'aller taper dans les recherches en management sur le pouvoir ou quoi. C'était pas là que ce serait le plus intéressant. Ensuite, un deuxième qui était sur les co-dirigeants. Pouvoir et femmes. Hein. Il y avait, excusez-moi, j'ai oublié le pouvoir et femmes d'un côté. Et ensuite, co-dirigeants. Et le troisième cercle, c'était les entreprises familiales. Et puis, à ce moment-là, effectivement, on avait à peu près les idées claires quant à la direction qu'il aurait fallu prendre pour commencer les lectures. Et l'enjeu étant, avant même d'entamer les lectures, de se dire quand je vais faire mes lectures, donc je vais essayer d'identifier ce qui me permet de comprendre chacun des 3 cercles, pris séparément, et puis également 2 à 2, c'est-à-dire que je vais lire sur, ici, dans son cas, je vais lire à la fois sur les couples co-dirigeants et sur les entreprises familiales, à la fois essayer de comprendre ou de faire des liens entre couple co-dirigeant et pouvoir de la femme, entre pouvoir de la femme et entreprise familiale, de sorte à un moment arriver à ce triangle bleu au milieu qui est à la fois la zone d'ombre, la zone grise, alors la zone bleue en l'occurrence, ça ne veut pas dire stationnement gênant ou limité, hein. Attention pour les lecteurs comme moi de Gaston Lagaffe. Donc le triangle bleu, donc fichtre, ah voici, donc le triangle bleu, j'ai appuyé sur mon clavier par accident, le triangle bleu, donc qui à la fois est le fossé en termes de connaissances, donc ce qui est un angle mort de la recherche et qui fait le caractère unique et intéressant de votre mémoire, et à la fois
les sommets, les 3 sommets du triangle, en gros, vos principaux concepts, les principales notions qui vont borner ce que vous allez étudier. Donc là, quand je dis ça, c'est assez abstrait, on est d'accord, mais je vais expliciter ça dans un instant. Donc, on était parti là-dessus. Et donc elle a commencé les lectures sur le pouvoir, sur la femme, le pouvoir de la femme, donc en partant d'un constat qui était que quand on parle de la place des femmes et du pouvoir des femmes, de manière quasi systématique, la réponse apportée dans l'espace public, c'est la question des quotas. Donc des quotas de femmes, comme si c'était la panacée. Et en gros, ce qu'elle espère, c'est pouvoir trouver des alternatives aux quotas de femmes lorsqu'il s'agit de reconnaître et de donner aux femmes tout le pouvoir qu'elles méritent, qui leur revient par essence, je ne vais même pas dire de droit, parce qu'on est au-delà du droit en fait, ontologiquement hein, quelque part. Donc elle a commencé par là, et puis en commençant à explorer, même de manière un peu superficielle, mais c'était ce qu'on attendait, hein, la littérature, la possibilité d'une existence de littérature académique sur les co-dirigeants d'entreprise, c'est-à-dire quand vous avez un couple qui dirige l'entreprise ensemble, elle s'est rendue compte qu'il y avait très peu de choses. Alors, juste un tout petit topo sur les couples de co-dirigeants, pour que ce soit à peu près clair pour tout le monde. C'est typiquement le cas du commerce, du petit commerce de bouche, très souvent, ou petite entreprise industrielle. Donc en gros, typiquement, la boulangerie ou la boucherie ou charcuterie, vous avez le mari et son épouse qui travaillent ensemble, l'un des deux est le professionnel diplômé, l'autre s'occupe de la caisse, des clients, etc. Vous avez aussi ça dans certaines petites PME industrielles, dans le bois, dans la construction. Bon, je ne vous les fais pas toutes, hein, bien sûr. Mais grosso modo, c'est une situation qui est très fréquente dans la vraie vie. Et il se trouve que la recherche l'a assez peu étudiée, si bien qu'il y a des choses, mais pas suffisamment pour que ce soit vraiment fiable, ou suffisamment poussé pour qu'on puisse miser sa chemise dessus telle qu'elle. En gros, les concepts ne sont pas encore suffisamment poussés, suffisamment fiables, suffisamment stables, pour qu'on puisse s'appuyer dessus tel quel. Donc il faut faire un léger glissement de côté. Et c'est ce dont elle s'est rendue compte. Et ce faisant, finalement, elle s'est rendue compte que ce qui était probablement plus important, c'était la manière dont les femmes construisent leur pouvoir. Et pas seulement les co-dirigeantes, mais comment une femme conquiert une forme de pouvoir et comment qu'elle exerce de fait. Hein. Et ça veut dire que, idéalement, au départ, elle souhaitait travailler sur la CPME, donc la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et alors, ce qui est assez intéressant en un sens, c'est que la CPME n'était pas spécialement intéressée par la question des femmes. Voilà, franchement, les femmes, qui s'intéresse? Franchement, il n'y a que vous que ça intéresse. Voilà la réaction qu'elle a reçue. Donc, je vous laisse imaginer l'étonnement et la déception, d'autant que à peu près à la même époque, le MEDEF prenait des positions très fermes, très fortes sur l'égalité homme-femme dans les entreprises, sur
également l'accès aux fonctions de direction dans les entreprises, sur la carrière, etc. Et là, cette PME, bon, c'est du gadget, quoi. Franchement, les femmes, qui s'intéressent. Donc, elle a changé son fusil d'épaule et puis s'est dit, bon, les PME, les TPE, les TPE-PME, ça n'a pas l'air de les intéresser, il n'y a pas de répondants, je vais aller voir ailleurs. Et donc elle s'est dit, moi ce qui m'intéresse en fait, c'est de voir les femmes de pouvoir, et qu'ils soient économiques ou pas finalement. Et là, des portes se sont ouvertes, et ça réoriente légèrement le travail, hein, bien sûr. Mais vous voyez, on est toujours, là on est au bout d'un an, et ce que je vous dis, ce sont des choses qu'elle a constatées après 6 mois, grosso modo. C'est pas tout frais. Hein. Donc, enfin, relativement, mais ça date pas d'hier, ça que je veux dire. Et donc, ce qu'elle s'est dit, c'est, bon, je vais voir des femmes de pouvoir. Et donc, bon, je lui ai soufflé quelques personnes à contacter quand même. Elle a rencontré plein de parlementaires et d'anciennes ministres qui ont beaucoup œuvré pour la question des femmes, qui ont aussi beaucoup parlé de la manière dont elles ont pu conquérir le pouvoir. Et à chaque fois, ce qui était un truc intéressant, c'est qu'il y avait un homme derrière. C'est-à-dire que sans un homme, elle n'y serait pas parvenue. Alors, il y avait un homme derrière, ça veut dire quasiment pour toutes, il y avait un conjoint derrière qui les soutenait. Non pas qui ouvrait des portes forcément, parce qu'elle était assez forte pour le faire elle-même, mais qui les soutenait. Elle a rencontré, donc Marie-Jo Zimmermann, qui était la co-rédactrice avec Jean-François Copé de la loi éponyme sur la représentation des femmes dans les conseils d'administration, qui est aujourd'hui sénatrice. Elle a rencontré Céline Thiébaut-Martinez, qui était directrice de cabinet de Laurence Rossignol, ministre déléguée aux droits à l'égalité femmes-hommes. Elle a rencontré aussi une personnalité oubliée, Françoise de Panafieux, qui avait été candidate malheureuse à l'investiture au municipal à Paris contre Bertrand Delanoë en 2001. Elle a rencontré aussi Emmanuelle Sebolt, qui est présidente du consistoire de l'Église protestante unie de France, donc l'Église réformée de France, donc la première femme à la tête de l'Église protestante depuis qu'elle existe, donc depuis 500 ans, donc quelque chose qui n'est pas neutre. Et là encore, son mari est pasteur, et quand elle a été amenée à prendre ses fonctions, son mari l'a soutenue en la déchargeant de beaucoup de choses liées à la vie du foyer. Donc il avait déjà pris sa part, mais là il a pris une part encore plus importante, de sorte qu'elle puisse avoir l'esprit libre pour son ministère. Et donc beaucoup, voilà, je ne vous les fais pas toutes, mais elle en a rencontré un certain nombre, et elle continue. Et tout ceci, effectivement, oriente ou réoriente légèrement sa réflexion. Donc au départ, comme je disais, c'était sur les femmes co-dirigeantes et comment elles construisent leur pouvoir, et maintenant on est plutôt sur finalement comment une femme de pouvoir finalement se fait une place. Et là, donc, les lectures vont de plus en plus être orientées autour du pouvoir, mais ça on le savait déjà, des femmes, mais pas forcément vues comme une minorité visible. Alors j'emploie le terme à dessein parce que je trouve qu'il est très inadapté, donc c'est avec ironie quand je l'emploie, minorité visible. Elles sont 52% de la population mondiale, donc une minorité effectivement très 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 visible. Et donc les lectures progressivement se sont orientées en fonction de la manière dont la question de recherche s'est affinée avec la réflexion sur les concepts et sur la réalité du terrain, en fait. Donc, dans son cas, par où commencer ?
Dans son cas, par où commencer, c'était déjà tester euh, la réception, l'acceptation de ce qu'elle voulait faire par les principales intéressées. Et comme je vous disais, elle s'est rendue compte que les femmes co-dirigeantes, en gros les, l'épouse du patron de PME ou de commerce de bouche, ça ne l'intéressait pas. Ça n'intéressait pas non. Bon. Donc, on va pas forcer les choses, quoi. Hein. Là, comme aurait dit Lénine, les faits sont têtus. Et probablement, Clément, tu ne me contrediras pas complètement, je pense. Lénine aurait sans doute dit changeons les faits. Enfin, le peuple a tort, changeons le peuple. Donc, mais là, on peut difficilement changer les faits. Donc, elle a changé son fusil d'épaule. Et en changeant son fusil d'épaule, donc elle a essayé de réfléchir à des thèmes et des concepts qui seraient beaucoup plus en phase avec la réalité du terrain. Ça m'amène à une deuxième chose que je vais dire, qui peut donner l'impression que je me contredis, pour ceux qui me connaissent bien, et j'aurais envie de vous dire, c'est en partie vrai, mais en partie seulement. Alors, une chose qui peut être pertinente, mais avec modération, c'est d'aller regarder sur les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux professionnels, surtout pas académiques pour commencer, ce qui se dit à un moment donné sur le sujet, de sorte à voir finalement dans quelle mesure le sujet en question ou les thématiques liées au sujet ont une certaine forme d'actualité ou représentent un certain intérêt. Et ça, c'est valable pour à peu près toutes les disciplines en SHS, sciences humaines et sociales. Donc, et là, je vais prendre un exemple de ce qui serait plus adapté aujourd'hui. Quelque chose qui ne serait plus adapté aujourd'hui, mais qui l'était à une époque. Au début des années 90, la propagation du sida a pu être freinée. Alors, elle aurait pu être beaucoup plus forte qu'elle n'a été. Elle était déjà très forte, mais elle a pu être freinée parce que des sociologues s'étaient intéressés aux pratiques sexuelles dans la communauté gay et avaient compris à ce moment-là comment et à quelle vitesse se propageait le sida dans la communauté gay. Ça, c'était dans les années 90. Et à partir de là, des campagnes de prévention ont pu être faites pour limiter autant que possible la casse, autant que possible. Donc là, à cette époque-là, effectivement, il y avait plein de choses qui se disaient. Alors, Internet était assez micro-balbutiement, nano-balbutiement, mais surtout, il y avait dans les médias spécialisés, dans les milieux autorisés, un certain nombre de choses qui circulaient et des éléments d'information bons à prendre pour pouvoir bien calibrer le travail de recherche. Aujourd'hui, quelqu'un qui s'intéresserait aux pratiques sexuelles dans la communauté gay, je pense, ne traiterait pas d'un sujet qui apporterait énormément d'éléments utiles à la compréhension d'un phénomène particulièrement prégnant maintenant. Il y a d'autres choses qui auraient plus d'intérêt. Donc, allez regarder ce qui se dit dans les milieux autorisés, sur le terrain, donc dans la presse spécialisée, sur les réseaux sociaux spécialisés, et ça permet de débroussailler un petit peu, j'insiste là-dessus, pas plus. Donc ça, c'est toujours un bon début. Et je vous disais, donc il y a deux exemples. Le premier, c'était elle, et le deuxième, c'est un autre étudiant qui a soumis sa thèse la semaine dernière, donc il y a 8 jours, et dont la thèse a été envoyée à deux rapporteurs qui vont ensuite lui remettre leur rapport d'évaluation d'ici quelques semaines. Donc au passage, mon outil lui le fait en 2 minutes. Je ferme la parenthèse. Et donc lui travaille sur j'en avais parlé
je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou celle d'avant, mais j'en ai déjà parlé, je crois. Lui, il travaille sur la gouvernance des entreprises familiales dans un système financier opaque. Et il s'intéresse plus particulièrement au cas du Liban. Et donc le concernant, donc ce qui a été important, ça a été de voir, si on reprend les trois cercles, que les trois cercles de son travail, c'était la gouvernance, et donc là, il y a effectivement toute une discipline en recherche qui traite de gouvernance, les entreprises familiales, donc là aussi, tout un pan de la recherche qui est consacré aux entreprises familiales, et puis un troisième, beaucoup moins poussé, les systèmes financiers opaques. Donc là, c'est là qu'il a compris qu'il y avait un travail minutieux, enfin particulièrement minutieux à fournir pour bien comprendre ce qui fait un système financier opaque. Donc là, il s'est beaucoup briefé avant même d'entrer dans des lectures de travaux de recherche qui n'étaient pas très nombreux. Il a cherché à comprendre ce qui fait qu'on qualifie un système financier d'opaque, donc ce qui souvent est associé à la notion de paradis fiscal, de secret bancaire, il y a aussi de la corruption, je dirais presque forcément. Il y a aussi beaucoup de questions de blanchiment, un certain nombre de choses qu'il a pu comprendre de manière assez fine qu'après avoir exploré des choses venant du terrain, en fait, et qui ont ensuite orienté aussi ses lectures sur la gouvernance et ses lectures sur les entreprises familiales. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la gouvernance, c'est un pan entier, c'est, on va dire, à peu près un tiers de la recherche en finance. Elle parle de gouvernance. Les entreprises familiales, ça doit être à peu près, c'est une fraction de la recherche en gestion, c'est une fraction de la recherche en entrepreneuriat, mais ça reste quand même un pan important et où on ne peut pas dire qu'on a bien tout maîtrisé, qu'on sait exactement qui est qui, etc., etc. Donc on ne peut pas y aller comme ça, la fleur au fusil ou sans filet. Donc il était important d'avoir une clé d'entrée. Cette clé d'entrée, c'était par les systèmes financiers opaques, par la compréhension des systèmes financiers opaques, qui a permis de déterminer certains concepts ou certaines notions qui étaient centrales, en l'occurrence, et qui étaient communes à une dimension de la recherche sur les entreprises familiales et à une dimension de la recherche sur la gouvernance. Donc je vais partager à nouveau rapidement la diapo de tout à l'heure pour que vous ayez bien à l'esprit ou à l'œil, en tout cas, je pense que là vous devriez la voir. Hop, à l'œil, ouais, c'est bon. Les trois cercles. Donc lui avait commencé, on va dire accountability, policy et gouvernance. On va dire que religion, c'était le système financier opaque, et ethnicity, c'était les entreprises familiales. Et donc en partant des systèmes financiers opaques, donc il s'est rendu compte qu'il pouvait toucher ici, toucher à la question des entreprises familiales, que toujours par le système financier opaque, il pouvait toucher à la question de la gouvernance, et que de cette manière, il pouvait aussi orienter la manière dont la gouvernance lui permettrait de toucher à la question des entreprises familiales et boucler la boucle. Et c'est comme ça qu'il a ensuite pu déterminer des concepts qui étaient communs aux trois. Ils n'étaient pas nombreux, les concepts communs aux trois, et comment finalement ça allait faire ce sur quoi il allait travailler et ce autour de quoi il allait orienter ses lectures. Donc ça c'était donc le deuxième exemple que je souhaitais présenter, alors qui a été plus court que le précédent. Alors se conformer aux sources, en somme. Alors dis-moi un petit peu plus sur ta question, parce que là
je ne suis pas forcément sûr exactement de ce que tu veux dire, Clément. Parce que à ta question, se conformer aux sources, la réponse est forcément oui, mais je ne suis pas certain de ce qui se cache derrière ta question. Parce qu'à mon avis, il y a autre chose que simplement se conformer strictement aux sources derrière ta question. Ah, je te laisse taper. Donc, c'est progressivement seulement, c'est ça qui est important. C'est progressivement seulement qu'on va vers les lectures académiques, qu'on va vers des lectures, je ne vais pas dire sérieuses, mais en tout cas des lectures susceptibles d'être solides et fiables pour un projet de recherche. Après, il y a autre chose qui est très très important pour démarrer, pour bien démarrer, avant même, et là c'est avant même d'aller faire les lectures académiques, on est bien d'accord, hein. On est bien d'accord, puisque là je vous ai dit que les lectures académiques c'était la conséquence du reste, hein. C'est une fois qu'on y voit clair. Donc après, moi une chose que je demande toujours à mes étudiants, et vous allez voir, on va y revenir, enfin je vais vous donner quelques exemples, y compris très 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 récents, des choses qui datent d'avant-hier ou même d'aujourd'hui. Ce que je dis aussi à mes étudiants, c'est finalement, bon, ils ont envie de travailler sur une chose, très bien, ils ont tel sujet, telle question de recherche, ok, mais finalement, vous avez envie de voir quoi? Et les données que vous voulez collecter, ce serait quel type de données en fait? De quoi vous auriez besoin pour pouvoir répondre à cette question de recherche? Alors, ton exemple se renseigne sur le thème général pour définir son sujet et met un pied dans son champ de recherche pour se lancer. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Pour se lancer, sachant que mettre un pied sur le terrain donne quelques pistes pour ensuite cadrer la manière dont on va structurer les lectures académiques pour ensuite revenir sur le terrain avec quelque chose de plus costaud pour l'appréhender de manière rigoureuse et systématique. Donc si c'était ça ta question, ta remarque, Clément, absolument. Donc je leur demande toujours de quel type de matériaux empiriques, de quel type de données, d'observations ils ont besoin pour pouvoir répondre à leurs questions de recherche. Et pour moi, c'est déterminant. Et vous allez voir pourquoi. On peut avoir très souvent j'ai très souvent des étudiants qui ont une idée plus ou moins vague de ce qu'ils veulent faire. Ils pensent au thème et puis après, oui c'est ça, c'est plonger dans le bain, exactement. C'est exactement ça, Clément, on plonge dans le bain. Enfin, dans le petit bain pour commencer, hein, ou voir le pédiluve, hein, si tu veux. Et le bain, on y plonge vraiment dans un second temps. Donc, pour filer la métaphore hein, jusqu'au bout. Donc très souvent, ils n'ont pas forcément d'idée suffisamment claire de ce qu'ils veulent véritablement regarder. Et à partir du moment où ils ne savent pas ce qu'ils veulent regarder, même si la question de recherche semble à peu près clairement posée, eh bien, ils peuvent pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer correctement. Donc moi, ce que je demande toujours à mes étudiants, et c'est souvent un peu délicat, c'est, oui, je vous disais, tiens, d'accord, et alors vous voulez regarder quoi? Et ce serait quoi votre terrain? Et là, selon la réponse, selon ce qui sort de la discussion, la question de recherche peut être un peu revisitée, ou bien les lectures sont dès lors orientées. Et là, donc, j'ai plusieurs anecdotes, plusieurs exemples. Je vais commencer par une qui est ancienne. Je vous dis que j'ai des choses qui dataient d'hier, enfin d'aujourd'hui ou d'avant-hier, mais j'ai un truc ancien qui me trotte dans la tête parce que je trouve que c'est un très bel exemple. J'avais une étudiante quand j'étais à Brisbane, donc en Australie, c'était il y a une quinzaine d'années, qui voulait travailler, qui a fait un truc brillant au final, qui voulait travailler, qui était sri-lankaise, de la minorité singalaise, et qui voulait travailler sur la guerre civile qui avait fait rage dans le pays quelques mois plus tôt, ou un an avant,
et sur la manière dont les généraux tamouls qui avaient ordonné le quasi-génocide des Cingalais finalement endossaient la responsabilité de leurs actes. Et moi, je trouvais que c'était un très 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 beau sujet au départ, une très très belle idée. Le sujet était bien, la question de recherche était bien posée. Je voyais à peu près le type de littérature qu'il faudrait sans doute examiner. Et puis, donc, je lui demande, ok, comment vous comptez faire? Et elle me dit, ah bah écoutez, je vais demander des entretiens au ministre de la Défense de l'époque, enfin de l'année dernière, qui avait été démis de ses fonctions, qui avait été jugé pour crime de guerre. Enfin bon, je vous laisse imaginer. Je ne sais plus s'il avait été condamné, mais en tout cas, il avait été jugé. Et puis, je vais interroger les généraux de l'époque et puis l'état-major d'aujourd'hui. Je dis d'accord. Mais vous les connaissez? Vous avez accès à ces gens-là? Elle me dit non. Non. Je dis non, mais et vous pensez que c'est faisable? Alors, au départ, elle pensait que oui. Je dis mais vous croyez vraiment qu'un général tamoul qui a ordonné l'exécution, le génocide des Cingalais, qui a été jugé ou qui va l'être, va vous dire à vous qui êtes cingalaise, ah oui, c'était vachement bien le génocide, j'ai fait comme ci et comme ça, qu'est-ce que j'ai pris mon pied, je ne regrette rien. Je dis, moi j'y crois pas. Hein. Et elle me dit, ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Et en fait, donc elle s'est rendue compte que les données qu'elle voulait collecter, je ne vais pas dire qu'elles n'existaient pas, mais étaient complètement inaccessibles. Ce qui était susceptible de profondément remettre en cause son travail. Or, elle voulait vraiment travailler sur cette question de la responsabilité de la guerre civile. Et donc, je lui ai proposé autre chose. Enfin, j'ai testé avec elle une idée en lui disant, mais bon, clairement, on ne pourra pas avoir d'informations de première main. Elle me dit, bon, mais ce qui peut être intéressant, c'est alors d'aller voir dans des camps de réfugiés les déportés, des familles de victimes, etc. Je dis, je veux bien, mais là, on n'est plus du tout sur le même sujet. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez plus traiter véritablement de la question de responsabilité sous un angle strictement politique. Là, on est plutôt sur un travail qui n'est pas encore un travail de mémoire, mais qui peut en être les prémices, peut-être. Et elle me dit, c'est pas ça dont j'ai envie. Je dis, donc c'est pas ça les données. Elles sont ailleurs. Et donc ce que j'ai testé avec elle, c'était la chose suivante. C'était, bon, est-ce que ce serait pertinent pour vous de regarder comment la guerre civile, comment la responsabilité a été de la guerre civile a été traitée par les médias. Elle me dit oui. Elle me dit là oui. Elle me dit oui. Du coup, je pourrais regarder comment les grands médias internationaux ont couvert la guerre civile et se sont intéressés à la responsabilité de celle-ci. Donc elle me dit oui, très bien. Et à ce moment-là, je dis d'accord, est-ce que vous avez une idée de où vous voulez aller? Elle me dit oui, à ce moment-là, je le sais, je vais prendre tel quotidien. En gros, il y avait les 10 ou 15 plus grands quotidiens en anglais du monde. Donc il devait y avoir The Times, The Guardian, The Washington Post, The New Yorker, bon, une quinzaine. Et là, les choses étaient claires. Et à partir de là, donc quand elle a rembobiné le film et a compris, bon, il va que je regarde quelque chose qui a trait aux médias, à la manière dont finalement les médias s'emparent d'un sujet et dont les médias peuvent orienter le débat. Il faut que je m'intéresse aussi à la littérature sur la guerre, mais aussi sur le déclenchement d'une guerre civile, donc qui est différente d'une guerre d'armée, finalement, avec des armées de métier qui s'affrontent. Et oui, il y avait deux cercles. Et le troisième, c'était sur la responsabilité politique. Et puis elle s'est rendue compte qu'en fait, elle n'en aurait pas besoin ici, où ça viendrait apporter inutilement de la complexité supplémentaire. Et donc à partir de là, comme on avait clarifié ensemble les données dont elle aurait besoin et qui seraient exploitables, elle a pu orienter ses lectures. Autrement,
elle serait partie sur des lectures insuffisamment raisonnées qu'il aurait perdues très tôt. Ce qui aurait été dommage. Et donc les autres exemples que je voulais prendre, très frais, il y en a un qui est super frais, un mail que j'ai reçu aujourd'hui d'un ancien étudiant à moi qui enfin veut tirer un ouvrage du travail qu'il avait fait, donc il a soutenu il y a peut-être 6-7 ans, je ne me souviens plus exactement, et lui travaillait sur, donc il m'a envoyé un mail disant voici ce que j'ai à l'esprit pour faire un bouquin, qu'est-ce que tu en penses? Et donc lui travaillait sur la construction d'un marché de fans. Alors je m'explique. Lui, ce qui l'intéressait, il était directeur financier d'un club de foot professionnel au Brésil et s'intéressait du coup à la manière dont le club de foot se constituait une base de fans et interagissait avec les fans. Donc comment il crée de l'engagement avec les fans. Et donc ce qui était intéressant, c'est que à l'époque, émergeait tout juste la notion d'engagement dans le débat public, l'engagement étant aujourd'hui bien connu sur les réseaux sociaux comme étant les interactions qu'on peut avoir avec sa communauté, ou en tout cas avec la communauté. À l'époque, c'était tout à fait émergent, cette idée d'engagement. Donc lui s'est rendu compte que quand il cherchait à voir comment constituer un groupe de fans, donc il s'est rendu compte que en fait il fallait suivre finalement comment faisaient les rockstars des années 70-80, grosso modo, adapter la chose aux années 2010, parce que c'était ça finalement, et en adaptant aux années 2010, on se rend compte que ça passait plus par les mêmes canaux, ça passait par les réseaux sociaux et par la manière dont le club pouvait interagir avec ses fans. Et donc là, il a compris qu'il ne pouvait pas faire autrement qu'en passer par les réseaux sociaux. Ce qui lui était relativement étranger à l'époque. Alors, on a regardé, on se dit, bon, très bien, lequel? Parce qu'à l'époque, il y avait grosso modo Facebook et Twitter. Instagram, je ne sais même pas si ça existait. En tout cas, si ça existait, c'était hyper confidentiel. TikTok n'existait pas encore. Snapchat, je ne sais pas. Enfin bon. Il me dit, bon, il n'y a pas, c'est Facebook. Ok, et on va voir, est-ce que tu as moyen de collecter des données en la matière, parce qu'il ne s'agit pas de le faire à la main. Aller regarder à la main toutes les interactions, tous les posts, c'est un travail de titan. Il cherche et puis il dit non, Facebook est un système fermé. Les données sont complètement verrouillées. Il n'y a pas d'outil connu. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas d'outil connu. Il y a en revanche, il y a un outil qui marche vachement bien pour Twitter, qui permet lorsqu'on suit un compte en particulier, lorsqu'on s'intéresse à un compte en particulier, d'absorber toutes les publications produites par ce compte, mais aussi celles qui mentionnent ce compte, ainsi que toutes les interactions, c'est-à-dire toutes les réactions, donc les likes, les pouces levés, les pouces baissés, tous les commentaires, tous les partages, tous les commentaires de commentaires, toutes les réponses aux commentaires, etc. etc. Donc il existait un outil qui permettait de faire ça. Il me disait c'est moins bien en termes de qualité de données, ce sera moins riche que Facebook, mais au moins j'ai des données là, elles sont dispo. Donc, on s'est dit banco, vas-y. Et donc il a pu collecter tout ça, il a même pu étudier les mots-clés qui étaient utilisés, il a fait des études par hashtag, combinaison de hashtags, c'était remarquable.
Mais tout ça pour dire que, avant même d'avoir commencé les lectures, et je vous dirai dans un instant lesquelles il a faites, avant même d'entamer les lectures, il était important qu'il sache où il voulait aller et ce qui était possible. Et c'est avant d'avoir commencé les lectures qu'on s'est rendu compte que finalement, enfin c'est pas finalement, qu'il était plus qu'opportun de regarder sur les réseaux sociaux et de suivre de manière systématique Twitter. Donc il a regardé sur un an, c'est-à-dire la saison footballistique, tous les posts et toutes les interactions du club avec ses fans. Et donc comment se constituait cette base de fans et ce marché de fans, parce qu'après ça se commercialise, mais c'est une autre histoire. Et donc les lectures qu'il a faites, parce que je pense que ça peut vous intéresser aussi, c'était Bhaskar, l'un des fondateurs du mouvement du réalisme critique. Donc le réalisme critique, c'est une philosophie sociale qui s'inscrit dans la tradition des études critiques, donc post-marxistes, mais qui en fait rejette tout déterminisme et qui en fait est plutôt dans dans l'idée que le monde existe tel qu'il est déjà indépendamment de nous, c'est-à-dire que on peut agir sur lui, on peut transformer un certain nombre de choses, mais il ne faut pas se leurrer, grosso modo. Notre influence individuelle est quand même très réduite. Sauf à s'appeler au XXIe siècle Donald Trump, dont le moindre éternuement peut faire s'ébranler la moitié du monde. Mon influence personnelle sur le cours du monde, sur l'évolution du monde, est quand même très minime. Et donc, compte tenu de ça, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui peuvent changer, il y a un certain nombre de choses qui sont à prendre comme des acquis, d'autres peut-être moins. Et donc, en gros, le réalisme critique, ça revient un peu à ça. Je simplifie outrageusement, mais grosso modo, ça a été donc les principales lectures qu'il a faites, notamment pour comprendre aussi cette question des fans. Parce que le fan et la communauté de fans, c'est quand même quelque chose d'assez singulier, d'assez rare d'une certaine manière, et puis assez intangible, c'est immatériel, on ne sait pas trop exactement ce qu'il y a dedans, et pourtant on sait qu'il y en a, voilà, quelque part on sait que ça existe, et c'est impalpable, et c'est là que le réalisme le critique était particulièrement adapté, une lecture qui s'est imposée naturellement à lui. Donc un champ de lecture qui s'est imposé. Ça, c'était donc pour quelque chose de très très frais, hein, comme je vous disais. Et puis, j'ai eu aujourd'hui aussi, j'ai reçu un mail d'une étudiante dont je dirige le mémoire de fin d'études et qui travaille sur l'impact des recommandations faites par les algorithmes sur la consommation, sur les choix de consommation, sur la décision d'achat. Donc au départ, ce qu'elle voulait faire n'était pas spécialement clair. On a discuté, on a clarifié, on est arrivé à ce que je viens de vous dire. Et avant qu'elle ne commence les lectures, encore une fois, ce qui était important pour moi, c'était qu'elle soit au clair sur ce qu'elle souhaitait regarder quand elle évoquait les algorithmes et les décisions d'achat. Parce que c'est pas tout à fait la même chose que de faire un truc complètement abstrait, désincarné, ou au contraire quelque chose qui part d'une situation vécue, d'une situation connue, je ne vais pas dire réelle, mais d'une situation connue, de laquelle on peut tirer des leçons, de laquelle on peut espérer extraire des concepts, en fait. Et donc là, elle m'a envoyé aujourd'hui une
une première ébauche du questionnaire, parce qu'elle va elle va administrer un questionnaire qui, à mon avis, il a été un peu fade et du coup risque de mal l'orienter vers les lectures. À savoir, son questionnaire est très général, très générique. C'est-à-dire en général, quand vous vous retrouvez confronté à une recommandation, quelle est la probabilité que vous cliquiez sur tel truc. Ce qui fait qu'au lieu de répondre spontanément, et ben forcément on se pose des questions, et en se posant des questions, forcément on va se demander mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là, et est-ce que j'ai intérêt à répondre tel truc. Bref, ça risque de pas beaucoup l'aider. Ce qui veut dire que là, il y a eu en fait un travail de réflexion du type de données dont elle a besoin insuffisamment mené avant de faire les lectures. Donc je ne sais pas quelle lecture elle a pu faire ou non. J'espère qu'elle n'a pas commencé encore, parce que si elle avait vraiment commencé à faire des lectures maintenant, en n'étant pas tout à fait au clair sur la direction qu'elle voulait prendre, elle risque bien d'aller dans trop de directions différentes, de se disperser, ou en gros de ne pas y arriver, parce que c'est ça qui est à la clé. Et donc je ne vais pas multiplier les exemples à l'envi, là j'en ai donné quelques-uns qui je pense devraient donner quelques pistes, mais là où je voulais en venir, c'était sur le fait que donc ce qui est très important pour démarrer, c'est d'abord la réflexion perso. Donc comme je disais en ouverture aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'ordinateur, il n'y a pas besoin d'internet pour être intelligent. Voilà. Et pour identifier ce dont on a envie. Et ça, une fois qu'on a déjà une première intuition quant à ce dont on a envie, eh bien on peut ensuite tâter un peu le terrain, regarder, donc comme tu disais Clément, plonger dans le bain, moi je disais mettre les pieds dans le pédiluve pour commencer, commencer à aller regarder ce qui se passe sur le terrain, sur des forats spécialisés, sur des réseaux sociaux spécialisés, professionnels, pour tâter un peu le terrain, qui permet d'orienter ensuite les lectures et articuler tout ça autour de thématiques qui devront être abordées et qui, elles aussi ensemble, vont orienter les lectures. Et c'est une fois que tout ce travail sera fait qu'on pourra vraiment commencer les lectures. Et ce que je ferai la prochaine fois, je vous parlerai dans le prolongement de ça, d'une chose qui m'avait été dite par l'un de mes 2 rapporteurs de thèse. Il m'a dit ça le jour de la soutenance. J'aurais bien aimé le savoir lorsque j'ai commencé la thèse. Le jour de la soutenance, j'allais le chercher à Roissy, à l'aéroport, il venait de Manchester, et puis dans le RER, il me dit tiens, il n'y a pas de secret, il y a un secret plutôt, pour avoir une très bonne thèse, il faut que tu sois capable de répondre à 4 questions. Et je vous donne juste les 4 questions que je développerai la fois prochaine. Les 4 questions, c'est quel est mon objectif de connaissance? La deuxième, quel est le débat scientifique dans lequel je m'inscris? La troisième, par quel moyen vais-je m'inscrire dans ce débat? Et la quatrième, quelle contribution est-ce que je souhaite avoir? Et une fois que tu as répondu à ces 4 questions, c'est bon, tu es prêt à démarrer. Comme je disais, moi j'ai appris ça le jour de la soutenance, je l'ai appris. Ça m'a été présenté tel quel le jour de la soutenance. C'est vrai que si ça m'avait été présenté tel quel le premier jour, ça aurait illuminé plein de choses. Ça m'aurait éclairé et j'aurais peut-être fait ma thèse, je ne sais pas, en 2 ans et demi plutôt qu'en 3 ans et demi. Non, je plaisante, mais j'ai été très rapide malgré tout. Mais ça m'aurait beaucoup aidé. Donc ça, j'en parlerai, je pense, j'y consacrerai le prochain live, sauf s'il y a d'autres pistes, d'autres suggestions qui viennent de votre côté. Et moi, il y a une chose que je voulais aussi voir avec vous. Alors bon, comme on n'est plus très nombreux, là, il va falloir que je trouve une autre manière d'avoir des réactions. Mais j'ai eu plusieurs remarques de personnes qui aimeraient bien participer au live, mais qui ne peuvent pas parce que le dimanche soir,
Il me dit c'est une date à la con. Ouais, il me dit c'est un créneau un peu pourri. On a pour certains une vie de famille, donc quelque part c'est pas possible. Ce que je comprends hein, pour d'autres types de préoccupations, la semaine qui se prépare. Donc en gros, ils me disent bon, le dimanche soir, c'est franchement pas un créneau facile. Ce que je veux bien croire. Hein. Alors là, je suis tout à fait en mesure de recevoir ça comme remarque. Et je m'interroge du coup sur d'autres types de créneaux qui selon vous, pourraient être adaptés. Parce qu'en fait, à ce compte-là, moi, je vois aucun créneau qui soit vraiment optimal. Je vois que des créneaux qui sont susceptibles d'être un petit peu vermoulus, quelque part. Donc, quand je dis ça, vermoulu, je ricane, parce que je repense à une traduction d'Hamlet que j'ai lu il y a quelques années, une traduction qui datait des années 50, et la fameuse réplique qu'on connaît tous, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, était devenue il y a quelque chose de vermoulu au royaume du Danemark. Donc je ferme juste la parenthèse. Donc il y a quelque chose de vermoulu dans à peu près tout créneau. Donc moi je suis preneur hein, forcément des bonnes idées, enfin des suggestions, des conseils, des remarques en la matière, parce que moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir avoir un live qui vit, d'avoir une communauté qui soit dispo, qui ait envie de venir, de participer, qui participe, qui rentre, qui sorte, enfin, bref, qui fasse que ça vive, que ça puisse vivre, parce que si je suis sur un créneau horaire, un moment de la semaine qui est compliqué, voire impossible pour tout le monde, bon, c'est peut-être dommage. Donc je laisse ça ouvert. Évidemment, si je change le créneau, vous serez averti, mais ce sera très certainement pas pour la semaine prochaine. Ça risquerait de faire un peu court. Mais s'il y a des suggestions, je suis plus que preneur, bien évidemment. Voici ce que je pouvais partager avec vous pour ce soir, pour cette semaine. Donc s'il y a quoi que ce soit, je suis là. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Je reste encore un petit peu hein, pour le cas où. Pas de suggestions. Alors pas de suggestion, ça veut dire pas mieux, ou ça veut dire que tu n'es pas tellement concerné par le problème, ou les deux. Bon, écoutez, merci à vous pour votre fidélité, merci pour les quelques interactions qu'on a pu avoir, merci beaucoup Clément. Bon, écoute, génial, c'est l'idée. Bon, si t'as apprécié, c'est l'idée, c'est un peu à ça que ça devait servir, hein, quelque part. Enfin, même complètement à ça, pas un peu. Donc, on se revoit en principe, enfin, pour ceux qui voudront revenir, la semaine prochaine, à la même heure. Et si je change de créneau, si je dois changer de créneau, je vous consulterai de toute manière pour trouver un moment qui soit plus opportun pour l'écrasante majorité de celles et ceux qui me suivraient. Oui, en fait, c'est un peu ma préoccupation aussi. Là, c'est plutôt un sujet. Alors, les horaires libres des étudiants en fin de cycle, oui, pareil. En gros, je pense qu'ils ont à peu près les mêmes horaires que des étudiants en début de cycle, hein, quelque part. Donc, probablement pas trop de contraintes connues et systématiques. Maintenant, le week-end, le samedi soir en particulier, c'est pas un bon moment parce que
ça les prive de leur week-end, de leur sortie. Le dimanche soir, à la réflexion, c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur moment non plus parce que tu en as probablement un certain nombre qui essaient de boucler les derniers travaux à rendre le lundi. Et c'est vrai que quand j'ai posé le dimanche, j'avais pas pensé à ça. Je dois dire, ça me vient maintenant. Donc, oui, vendredi soir comme exclu. En fait, à ce compte-là, jeudi, vendredi, samedi, c'est clair que non, parce que jeudi, c'est le jour des soirées étudiantes. Donc, ça voudrait dire, par élimination, lundi, mardi ou mercredi, grosso modo. Et là, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un jour qui est le jour de la piscine, puisque tu me parlais du grand bain? Est-ce que lundi, t'as piscine? Voilà, je ne sais pas. Donc, voilà, c'est pas encore comment dire, quelque chose d'insoluble, mais c'est une drone de aquaponie, oui. C'est une sorte d'équation dont je me rends compte que finalement, cette logistique est un peu plus compliquée que ce qu'elle peut, représenter ou que l'impression qu'elle peut donner de prime abord. Mais bon, je tâterai des choses. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, puis bonne semaine et donc à la semaine prochaine pour celles et ceux d'entre vous qui me rejoindront. Allez, ciao.